Depuis que vous êtes en première, je vous serine régulièrement l'idée selon laquelle, quand on étudie l'histoire de l'humanité, l'évolution donc du genre humain, on doit avoir avant tout en tête l'évolution des modes de production. On peut ainsi considérer qu'il y a eu dans l'histoire humaine 3 grands modes de production. Un premier mode de production qui correspond au paléolithique, c'est-à-dire à la période qui commence il y a un peu moins de 3 millions d'années et qui s'étend jusqu'il y a 12 000 ans et qui est caractérisée par la chasse, la pêche et la cueillette. Deuxième grand mode de production, celui qui débute au Proche-Orient il y a 12 000 ans et qui s'arrête, évidemment ce sont des dates clés, des dates repères symboliques, mais qui dans l'absolu n'ont pas de valeur pour chacune des périodes de la surface de la Terre, et qui s'arrête, je dirais, à la fin du XVIIIe siècle pour l'Europe occidentale, mais qui a continué pour d'autres régions du monde. Alors cette période-là, c'est la période que l'on peut appeler néolithique au sens large du terme, non pas dans son sens restreint tel qu'on l'apprend à l'école, c'est-à-dire une période dominée par l'agriculture et l'élevage. Autrement dit, ce sont depuis 12 000 ans, pendant près de 12 000 ans, il y a eu des sociétés paysannes sur la surface de la Terre. Je dis principalement, bien entendu, il y a toujours des régions du monde où les chasseurs-cueilleurs dominent, bien entendu, et la révolution industrielle, comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, elle est apparue en Angleterre au XVIIIe siècle, elle est, comment dirais-je, elle s'est étendue dans des régions, comment dirais-je, asiatiques, africaines, beaucoup plus tard, entendons-nous bien. Et puis alors, troisième période, troisième type de production, c'est la période industrielle, dans laquelle nous vivons toujours, même si certains ont cru bon d'inventer l'expression société post-industrielle, laissant entendre que l'histoire suit comme ça, connaît une véritable accélération. En fait, l'ordinateur, la robotique, tout cela appartient à la 3e et à la 4e révolution industrielle, puisqu'il y a eu 4 phases dans la révolution industrielle. Une première au XIXe siècle dominée par la production de charbon et de fer et d'acier. Une deuxième phase qui est celle où dominent de nouvelles sources d'énergie, à savoir l'électricité, le gaz, le pétrole, et puis, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, où domine, c'est la 3e phase, où domine l'électronique. Alors certains pensent utile de faire une distinction entre, d'une part, l'électronique et d'autre part, le numérique. On parle beaucoup de révolution numérique aujourd'hui. Pour moi, en fait, la révolution numérique n'est que le prolongement, en tout cas à mes yeux, de la révolution électronique qui débute après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc vous avez un panorama comme ça, un survol très rapide de l'évolution des modes de production dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur le second mode de production, à savoir celui des sociétés paysannes. Mais ces sociétés paysannes, alors qu'elles touchent à la fin de leur histoire, en tout cas pour l'Europe occidentale et l'Europe centrale.
Mon sujet sera aujourd'hui d'étudier l'économie rurale en Allemagne au XVIIe et au XVIIIe siècle, donc avant la révolution industrielle. Alors, qu'est-ce que l'Allemagne au XVIIe et au XVIIIe siècle? Bien, tout d'abord, l'Allemagne, j'allais dire, ce n'est rien. Ce n'est rien, pourquoi? Parce que l'Allemagne n'a été unifiée qu'en 1871. Donc, vous imaginez, il y a moins de 150 ans. Donc, c'est extrêmement récent, l'unification de l'Allemagne. Donc on ne peut pas théoriquement parler d'Allemagne pour la période qui est la nôtre, c'est-à-dire le XVIIe et le XVIIIe siècle. Tu as un petit souci, Esma, je vois ça dans ton regard. Voilà. Donc il y a moins de 150 ans, vous êtes bien d'accord. Hein? Normalement, c'est en 2021 que l'on va fêter le 150e anniversaire de l'unification de l'Allemagne. Entendu. Donc, pour la période qui nous intéresse, l'Allemagne n'existe pas. Donc, très clairement, c'est une projection, c'est presque un anachronisme même, c'est une projection d'historien, dont je suis ici pour faciliter les choses d'un point de vue pédagogique, c'est une projection d'une réalité politique d'aujourd'hui dans le passé. En fait, on ne parlait pas d'Allemagne, on parlait de Saint-Empire romain de la nation germanique. Mais cette expression n'est pas valable, c'est bien pour ça que je n'utilise pas. Elle serait aussi, elle ne correspondrait pas à mon sujet, parce que le Saint-Empire de la nation germanique comprenait des territoires qui, aujourd'hui, ne font pas partie de l'Allemagne, comme l'État tchèque, qui faisait partie du Saint-Empire romain de la nation germanique. Je vous montre ça sur la grande carte qui se trouve derrière moi. Vous avez ici une carte dont, vous voyez, c'est écrit en allemand, l'Allemagne à l'époque de la contre-réforme et de la guerre de 30 ans. Et ça couvre la période, là, évidemment c'est trop loin pour que vous puissiez dire, de 1555, c'est-à-dire au moment où Charles Quint abdique en tant qu'empereur, et ça va jusqu'en 1648, c'est-à-dire la fin de la guerre de 30 ans. Comme son nom l'indique, puisque je vous dis que c'est la fin, vous avez bien compris que la guerre de 30 ans commence en 1618. Il ne faut pas être un grand mathématicien ou arithméticien pour faire le calcul. Voilà. Donc en fait, cette carte, bon voilà, c'est la carte que je possède et qui se rapproche le plus de la situation géographique que je veux décrire ici. Regardez ce qu'était le Saint-Empire romain de la nation germanique. Vous voyez ici en fait que, alors, il est inclus, ce Saint-Empire est inclus dans tout ce qui se trouve à l'intérieur des traits jaunes ici. Voilà. Voilà, ça va jusque là, ça va jusque là, ça part là, ça part. Il y a tout ça, en fait, jusqu'ici. C'est le Saint-Empire romain de la nation germanique. Donc vous voyez que ça comprend des territoires qui ne sont pas allemands du tout aujourd'hui, ben, en particulier la région dans laquelle nous nous trouvons. La Belgique faisait partie du Saint-Empire romain de la nation germanique. Y compris d'ailleurs, avant la fin de la guerre de 30 ans, y compris le nord de la France. Le Grand-Duché de Luxembourg, bien sûr, mais ça comprenait aussi, par exemple ici, la Bourgogne, officiellement en tout cas, la Lorraine, qui font partie de la France maintenant. Hein? Oui, quand je dis la Bourgogne, ce n'est pas exactement la Bourgogne, en fait c'est la Franche-Comté de Bourgogne, ce qu'on appelle la Franche-Comté maintenant, donc c'est la région de Besançon. Alors ça comprenait, et je vous l'ai expliqué, donc le royaume de Bohême, et le royaume de Bohême c'est l'État tchèque, aujourd'hui, en gros, hein, pas tout à fait ça. Alors vous voyez, ça comprenait également l'archiduché d'Autriche. Oui. Vous n'êtes pas dans le cadre de la caméra. Non, mais moi, l'essentiel c'est qu'on voit ma baguette. D'accord. C'est très gentil. Mais l'essentiel c'est pas moi, c'est ce que je montre. Mais théoriquement, je crois qu'on voit en tout cas les territoires que je montre
Mais cette partie-ci n'est pas très importante, de toute façon. Hein. Alors, merci beaucoup de l'information, mais ma personne, on voit assez pendant le tournage, donc on n'a pas besoin de me voir. Le tout, c'est qu'on entende ma voix, parce que ma voix, c'est plus important. C'est très gentil de me l'avoir signalé. Très bien. Alors, comme région importante, vous avez ici la Bavière, Bayern, vous avez ici le Württemberg, vous avez ici le Palatinat, Pfalz, le Palatinat, vous avez ici la Saxe, regardez, le royaume de Saxe, ici, oui, il y a le duché de Saxe et il y a le royaume de Saxe. Alors, vous avez le Mecklembourg, et alors, entre autres choses, ici, alors là c'est très important, vous voyez en bleu foncé, c'est le Brandebourg. Alors là, c'est le point de départ d'une puissance qui va devenir très très important, c'est le point de départ de ce qu'on va appeler plus tard, à partir de 1701, si mes souvenirs sont bons, le royaume de Prusse. Voilà. Donc, le Brandebourg, qui a au capital Berlin, ici. Et alors, ce territoire, qui va s'appeler plus tard, donc, le royaume de Prusse, mais qui n'est pas encore à ce moment-là, comment dirais-je, comprend également par la suite d'héritage, de conquêtes, et qui remonte au XVe siècle aussi. Voilà, alors là, vous êtes sans doute hors caméra, mais je le montre quand même, ça se trouve, c'est la région, en fait, de la Lituanie et de la Prusse orientale. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, on ne dit pas Prusse orientale, on dit le territoire de Kaliningrad, qui est en fait une enclave russe, qui se trouve entre la Pologne et la Lituanie, sauf erreur de ma part. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer, pour vous expliquer que je ne pouvais pas, dans mon intitulé, dire l'économie rurale dans le Saint-Empire. Donc, j'ai dû projeter, mais le tout, c'est de s'en expliquer. Quand vous vous en expliquez, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de ne pas faire croire à ceux qui vous lisent ou à ceux qui vous écoutent que l'Allemagne existait déjà à cette époque-là. Elle n'existait pas sur le plan politique. Donc, l'Allemagne est prise ici, non pas comme entité politique, mais elle est prise comme région de l'Europe que l'on peut identifier donc sur le plan géographique. Voilà, c'est dans ce sens-là que je l'entends ici. Voilà, donc je me suis justifié donc de cette manière sur le titre, à la fois sur son contenu, sur le cadre géographique et sur le cadre chronologique. Donc on est dans une période pré-industrielle, on est encore en Europe occidentale, sauf pour la Prusse orientale. Hein, n'oubliez pas que ce qu'on appelle l'Europe centrale ne couvre pas vraiment la plus grande partie de l'Allemagne telle que désignée ici. Hein. C'est l'Europe occidentale. Il ne faut pas dire d'ailleurs à un Polonais aujourd'hui qu'il se trouve en Europe orientale. Non, pour lui, pour un Polonais, vous êtes en Europe centrale. Et l'Europe orientale, c'est très clairement la Russie. Si vous voyez sur une carte la dimension de la Russie, mais vous en rendrez bien vous rendre compte que c'est ça en fait, étymologiquement, enfin géographiquement, l'Europe de l'Est. Donc c'était une faute, enfin sur le plan strict, de parler de l'Europe de l'Est après 1945. En fait, c'était l'Europe centrale qui était sous la tutelle ou sous la botte, enfin ça dépend de l'idéologie que vous avez. Enfin donc l'Europe centrale était donc satellisée par l'Union soviétique. C'était l'Europe centrale. Bon. Voilà donc pour le cadre. Alors, il y aura dans mon exposé deux parties. La première partie couvrira le XVIIe siècle, et nous allons voir ensemble que le XVIIe siècle c'est une période extrêmement pénible et difficile pour les milieux ruraux, pour les paysans, mais aussi pour les seigneurs, parce que quand les paysans ne peuvent pas produire beaucoup, eh bien inévitablement ça se ressent dans les redevances qui doivent être payées aux seigneurs. Donc il y a un rapport de vase communicant, si je puis dire. Et puis une deuxième période qui est celle de la première moitié du XVIIIe siècle. Donc le champ
chronologique que je vais étudier ici s'étend donc sur l'ensemble du XVIIe siècle et la première moitié du XVIIe siècle. Ce qui va nous permettre de voir quelle est la spécificité de l'Allemagne par rapport à d'autres régions d'Europe comme la France, l'Angleterre ou les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est la Belgique à cette époque-là. Et pour le XVIIIe siècle, vous allez voir que la conjoncture n'est pas du tout la même en Allemagne que pour les régions que je viens de citer, et aussi, et surtout même, pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc l'Allemagne est en retard, et ça va se comprendre à la suite de la guerre de 30 ans, mais en même temps, lorsque la conjoncture sera dépressionnaire en Europe occidentale, donc encore plus à l'ouest que l'Allemagne, l'Allemagne va en profiter parce qu'elle va pouvoir vendre ses produits, donc à la France, aux Pays-Bas, entre autres. Donc c'est pour ça que l'économie doit être étudiée, je dirais, régionalement à une époque où c'était une période où, effectivement, les gens vivaient encore partiellement en autarcie, on n'était pas dans une internationalisation, une mondialisation comme aujourd'hui, mais il n'empêche que ce qui se passe dans un pays, dans une région, a des conséquences sur une autre région. Et donc, on doit inévitablement arriver à un moment donné à une vision peut-être pas globale, mais en tout cas régionale au niveau mondial de l'économie rurale en particulier. Alors, cette guerre de 30 ans, c'est une guerre terrible pour les populations germaniques. Comme je le rappelais tout à l'heure, la guerre de 30 ans s'étend de 1618 à 1648. Il ne m'appartient pas ici d'expliquer les causes de la guerre de 30 ans, c'est vraiment pas l'objet et comment elle s'est déroulée sur le plan politico-militaire. En revanche, les aspects économiques et sociaux vont attirer notre attention maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, les grandes puissances européennes vont considérer que l'Allemagne est un champ de bataille pour la recherche de la prédominance européenne. Donc, vous allez avoir les puissances du Nord qui émergent à ce moment-là, les Danois, les Suédois. À l'ouest, bien sûr, les Français. Ça, c'est plutôt pour la deuxième partie de la guerre de 30 ans. En fait, il y a eu 4 phases à l'époque de Richelieu. Vous allez avoir, bien entendu, comme partie prenante, l'empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique. Et donc, cette guerre va être terrible. Écoutez bien les chiffres que je vais vous donner. On a compté que la guerre de 30 ans avait conduit à une perte de 40% des habitants des campagnes, je dis bien 40%. Vous imaginez ce que c'est 40%? Et à 33% des habitants des villes. Donc c'est une situation qui est comparable aux conséquences de la grande peste noire du milieu du XIVe siècle. Cette peste noire qui frappe l'Europe entre 1347 et 1352. À cette époque-là, donc au milieu du XIVe siècle, vous avez une perte de la population qui va de un quart, un tiers, voire parfois un demi. Vous imaginez ce que c'est quand, dans une région, la moitié de la population disparaît? Alors, il y a tout d'abord les chiffres qui sont éloquents sur le plan démographique, mais vous voyez tout de suite les répercussions sur le plan économique et social.
Si vous avez une telle perte de la population, ça veut dire que vous avez une chute de la production, puisque plus personne ne peut travailler la terre. Et là, je me base ici, je fais référence ici uniquement au monde rural, mais la même chose dans les villes, hein. Vous n'avez plus d'artisans, vous n'avez plus toute une de commerçants non plus. Alors c'est pas seulement la chute du milieu des producteurs, mais c'est aussi la chute du nombre des consommateurs. Ça sert à quoi de produire pour les quelques individus qui restent si il n'y a plus personne pour acheter? Alors on voit tout de suite ce qui va se passer au niveau du mouvement des prix. Plus un bien est rare, plus il est cher, plus un bien est abondant, et plus il est bon marché. C'est logique. Eh bien, c'est ce qui va se passer, évidemment, au XVIIe siècle, en Allemagne. Alors, ce qui est important à noter, c'est que la première moitié du XVIIe siècle est marquée par cette guerre de 30 ans. Mais les répercussions démographiques et donc économiques et sociales seront telles qu'il va falloir près d'un demi-siècle, tenez-vous bien, pour remonter la pente. Un demi-siècle. Donc il va falloir attendre 1690. Donc peu de temps, la décennie qui précède l'entrée dans le 18e. Donc 40 ans pour remonter la pente. Et quand je dis remonter, entendons-nous bien, la remontée se fait surtout à partir de ces 190. Ça veut dire qu'avant, eh bien, il y a stagnation dans le meilleur des cas, mais il y a une misère endémique dans la plupart des campagnes allemandes. Ceci dit, il faut faire une distinction, et je ne la ferai pas ici dans le détail, parce que ce n'est vraiment pas mon objectif, puisque mon objectif est de vous faire comprendre les mécanismes de ce que c'est qu'une société de subsistance. C'était la caractéristique des sociétés donc rurales avant le grand décollage du XVIIIe siècle, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Enfin, on peut dire que c'est à partir de 1720 que l'économie, enfin la démographie reprend véritablement, on est dans une phase de hausse, et donc l'économie va bientôt suivre. Mais avec, entendons-nous bien, parce que quand on fait de l'histoire économique, il faut distinguer les cycles longs, c'est-à-dire les cycles séculaires, ce qu'on appelle aussi les cycles de Simian ou de Kondratiev. Je ne vous demande pas de noter ces noms-là, bien sûr. Mais alors il y a des cycles plus courts. Vous savez très bien que quand vous êtes élu président de la République en France, vous espérez vous trouver dans un cycle de reprise de l'économie, parce qu'on sait très bien, mais ça on ne dit pas trop, que la politique ne veut pas jouer un rôle essentiel. La politique peut jouer un rôle d'adjuvant, accompagnateur. Mais quand il y a des cycles longs et des vagues de fond, celui qui a le malheur d'être élu au moment où on approche du bas de la vague, on approche du fond plutôt, ben là, il sait très bien que son quinquennat va être très difficile à mener. Voilà. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Quelles sont donc les causes de la dépression? Il y a tout d'abord des causes qui sont liées à la malnutrition, voire à l'absence de nutrition. Autrement dit, des causes qui sont liées aux famines. Il y a eu comme ça des grandes famines en Allemagne, entre 1626 et 1628, et la même chose 10 ans plus tard. Donc entre 1600, 1636, 37, 38. Voilà. Donc là, on a vraiment des traces de famines très importantes. Alors ces famines sont dues à quoi? À ce qu'on appelle des chertés. Vous comprenez ce que ça veut dire les chertés? Ça veut dire qu'il y a une hausse des prix il y a une hausse des prix qui fait que
à part les paysans qui cultivent immédiatement la terre, ben les autres doivent acheter le grain très cher, en particulier dans les villes, où on ne produit pas du grain, même s'il y a beaucoup de potagers à cette époque-là dans les villes. Il ne faut pas imaginer les villes aujourd'hui où vous avez un petit jardinet où vous mettez des fleurs. À cette époque-là, il y a des jardins où l'on cultive, mais entendons-nous bien, ça ne permet pas du tout à une famille de vivre. C'est un potager, quoi. Potager. Alors, on peut identifier ces périodes de grande cherté et aussi de famine. Les famines, on peut les détecter à partir des registres paroissiaux. On peut les détecter quand le prix du seigle est aussi élevé que le prix du blé. Alors évidemment, pour des gens qui vivent comme vous dans les cités, dans les villes aujourd'hui, vous ne voyez peut-être pas immédiatement le rapport, mais on préfère manger des pains de blé plutôt que des pains de seigle, parce que le seigle est moins bon à manger. Mais quand on a faim, on va payer aussi cher le blé, on va payer aussi cher le seigle que le blé, justement, parce que ce qui compte, c'est de remplir son estomac, peu importe avec quoi. Vous savez, quand vous avez faim, vous êtes prêt à manger de l'avoine pour les chevaux, hein? La question ne se pose même plus à ce moment-là. On est prêt à tout manger. Donc ce sont des indices assez clairs. À côté des famines, il y a les épidémies, bien sûr. Et les deux sont liés. Quand vous avez faim, votre organisme devient plus faible. S'il est plus faible, lorsqu'il y a des virus, des microbes qui pointent leur nez, excusez-moi de cette métaphore, eh bien, pour eux, c'est un terrain béni, si je puis dire. Parce qu'un organisme qui n'est pas résistant, par définition, ne va pas tenir longtemps. Et les épidémies seront source de mortalité. Où se produisent les épidémies? Alors, on a pu identifier pendant la guerre de 30 ans que les épidémies venaient du sud-est de l'Allemagne, mais que très rapidement, elles vont s'étendre vers l'ouest et vers le nord de l'Allemagne. Alors, un vecteur, bien entendu, des épidémies, ce sont tous ces régiments, toutes ces troupes de soldats qui passent d'une région à l'autre. Pensez bien que pour les microbes, pour les virus, ce sont pas des TGV, mais enfin à peu près. Hein. Autrement dit, la contagion, la contamination peut se faire à une vitesse grand V. Donc les guerres sont propices à une propagation rapide des épidémies. Il y a enfin, et j'ai déjà évoqué ce sujet, à côté des famines et à côté des épidémies, mais en fait tout est bien entendu lié, c'est la mévente du blé. Il ne suffit pas d'avoir produit du blé, il faut encore pouvoir le vendre à des consommateurs qui ont des espèces sonnantes et trébuchantes pour le payer. D'autant plus que le nombre de consommateurs a fortement baissé. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. 40% de la population rurale qui disparaît pendant la guerre de 30 ans, 33% de la population citadine. Si le nombre de consommateurs diminue, mécaniquement, le prix du blé va baisser. C'est logique. Même si le nombre de producteurs a baissé lui aussi, on est bien d'accord. Mais il faut voir qu'à certains moments, il n'y a pas toujours, comment dirais-je, coïncidence entre, d'une part,
la production et la consommation. C'est ce qui conduit à avoir des ciseaux. Alors les ciseaux, c'est quoi? Ben, ça veut dire que le ciseau devient, les deux branches des ciseaux s'éloignent de plus en plus entre, d'une part, ce qui est produit, et d'autre part, le nombre de la quantité produite, et d'autre part, le prix de vente du blé. N'oubliez pas aussi que la main-d'œuvre, si elle est moins nombreuse, elle va se trouver dans un rapport de force par rapport à ceux qui possèdent les moyens de production, entre autres les seigneurs, mais les seigneurs ne sont pas obligatoirement des nobles. Ça peut être des capitalistes qui ont acheté des terres, donc des bourgeois. Le rapport de force est positif pour la main-d'œuvre, et la main-d'œuvre va pouvoir exiger des salaires plus importants. Ce sont tous des mécanismes que vous connaissez bien dans nos sociétés modernes. Aujourd'hui, la bourgeoisie a tout intérêt, même si ça peut paraître paradoxal et contraire au discours idéologique qui est produit dans les médias qui appartiennent à ces classes dominantes, justement, mais la classe dominante a tout intérêt à ce qu'il y ait un certain taux de chômage dans nos pays. Parce que si le taux de chômage est, disons, allez, je donne un chiffre, de 10%, ça signifie que, je parle aujourd'hui, je ne parle pas à l'époque, ça signifie quoi? Ça veut dire que quand il y a des négociations entre ce qu'on appelle les partenaires sociaux, en fait, ce sont des gens qui sont opposés, en fait, hein, lorsqu'il y a des négociations, le patronat peut dire « Ah, vous voulez qu'on augmente les salaires? Ah, vous voulez qu'on augmente, je dirais, les charges sociales, etc. » Ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, nous. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, nous, on voit qu'il y a une armée de chômeurs de réserve. On va engager des gens qui sont tout prêts à travailler pour un salaire inférieur. Tandis que quand on est dans une conjoncture haute, une conjoncture positive, ce qui était par exemple le cas dans les début des années 60, eh bien là, il y avait le plein d'emploi en Belgique, il n'y avait que quelques dizaines, peut-être 20 000 chômeurs, je crois. Oui, c'était rien du tout par rapport à aujourd'hui. Hein. Je crois que c'est 400 000 officiels ou à peu près. Hein. Enfin, vous savez qu'on joue sur les statistiques aussi, parce qu'on élimine des gens des statistiques en leur donnant des statuts un petit peu particuliers. Quand on a plus de 50 ans, 55 ans, on n'est plus repris dans les statistiques, etc. Et donc, à cette époque-là, les gens qui cherchaient un travail étaient en situation de force, a fortiori s'ils étaient qualifiés. Vous voyez? Donc, donc comprendre les mécanismes d'un milieu qui apparemment est très étranger de nous, c'est-à-dire l'économie rurale en Allemagne au XVIIe et XVIIIe siècle, nous permet quand même, grâce à ce que nous voyons autour de nous, ben, ça nous permet de comprendre notre époque et vice-versa. Donc on fait des allers-retours entre le présent et le passé. Donc c'est la raison pour laquelle ça nous intéresse plus particulièrement. Alors même chose pour le prix de la terre. Vous pensez bien que le prix de la terre va baisser lorsque le prix du grain baisse à tel point qu'il n'est plus intéressant de produire. Donc, il devient intéressant d'acheter des terres qui ne valent presque plus rien, mais encore faut-il être intéressé, parce que les capitalistes n'ont qu'un... Je parle vraiment de capitalistes à cette époque-là, ce n'est pas du tout un anachronisme de ma part. Les capitalistes ne vont pas acheter des terres qui ne vont pas être rentables, parce qu'on va produire pour qui? Est-ce que les consommateurs vont pouvoir payer? Y a-t-il seulement encore assez d'individus, un marché de consommateurs suffisant? Donc vous voyez, c'est un calcul. Alors, vous pouvez évidemment investir à très long terme, mais à court terme, ce n'est pas intéressant du tout. Cette dépression, après la guerre de 30 ans,
va s'approfondir. Donc entre, grosso modo, donc 1648, 1650 et d'autre part 1690. Parce que, vous imaginez, avec une telle perte sur le plan démographique, avec une telle perte, je dirais, sur le plan des rendements de la production et avoir un marché consommateur tellement réduit, il est très difficile de remonter la pente. Alors, il y a des historiens qui expliquent cette dépression à long terme par le mouvement des prix. Et je viens de le faire devant vous, donc je ne vais pas réinsister sur ce sujet-là, sinon je pourrais être ennuyeux à la longue. Mais il y en a d'autres, les historiens marxistes en particulier, qui font intervenir le fait que le servage va se renforcer. Parce que ça vous paraît un petit peu curieux, hein, parce que quand on pense au servage, on pense plutôt au Moyen-Âge, quand on a en tout cas un minimum de bagage historique. On pense au Moyen-Âge, et d'ailleurs, au Moyen-Âge, le servage a progressivement disparu, en tout cas dans nos régions, il a progressivement disparu. Mais il se fait qu'avec la mondialisation de l'économie à partir du XVIe siècle, à partir des grandes découvertes, il y a eu un déplacement des zones de production agricole de l'Europe occidentale vers l'Europe centrale, c'est-à-dire vers la Pologne, vers la Bohême, vers l'Autriche, vers la Hongrie. Et dans ces régions-là, et vers la Russie aussi d'ailleurs, et dans ces régions-là, qui pour certaines d'entre elles étaient très productrices de blé, pensez à la plaine polonaise, hein, ce n'est pas des montagnes, hein, c'est la plaine polonaise. La Hongrie, c'est une plaine aussi, la Puszta. Pensez également à la Russie, et surtout au sud de la Russie, enfin l'Ukraine. Ce sont des régions très avantageuses pour la production de blé. Donc vous voyez, dans toutes ces régions-là, les paysans qui auparavant étaient libres, ou en tout cas possédaient un statut qui n'avait rien de grave en termes d'exploitation, ils payaient comme des redevances et tout, hein, entendons-nous bien, hein, c'était des paysans qui étaient exploités, eh bien vont être asservis à partir du XVIe siècle. C'est pour ça qu'en Europe centrale, on parle du second servage. En fait, c'est le premier servage pour eux. Mais on dit second servage quand on le compare au premier servage, celui de l'Europe occidentale au Moyen-Âge. On dit le second servage. Et chronologiquement, pour eux, c'est le premier, entendons-nous bien. Et donc, à cette époque du second servage, l'Europe centrale va se trouver dans la position des pays du tiers-monde, de ce que l'on appelait jadis le tiers-monde. C'est un mot qu'on n'utilise plus, mais qu'on utilisait, enfin, vous voyez, les pays en voie de développement, ils vont jouer le rôle de ces pays-là. Quel était le rôle des colonies et des ex-colonies au siècle passé, en Afrique, en Asie? C'était essentiellement de fournir des matières premières à bon marché au XXe siècle, aux métropoles ou aux ex-métropoles, dans différents domaines, dans le domaine agricole, dans le domaine du textile, pensez à l'Angleterre depuis le XVIIIe siècle, et maintenant, surtout, je dirais, enfin pas seulement, parce que le marché de la banane, le marché du café, etc., enfin pour l'Afrique équatoriale reste très important. Mais alors aujourd'hui, on voit bien, c'est pas par hasard que la France envoie ses soldats au Mali, au Niger, hein, c'est parce qu'il y a un sous-sol riche, hein, par exemple l'uranium. Voilà. Donc, ces régions-là, ce sont des pays qui ont des ressources à la fois sur le plan alimentaire, sur le plan minier, et des ressources humaines bon marché, parce que la main-d'œuvre est bon marché dans ces régions-là. Eh bien, vous devez vous dire que l'Europe centrale va jouer le même rôle. Donc, on pourrait dire qu'au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, l'Europe centrale va jouer un petit peu le rôle des pays du tiers-monde à cette époque-là. Parce qu'on va acheter bon marché le blé polonais. On va acheter bon marché les produits agricoles qui viennent d'Europe centrale.
moyen pour les seigneurs locaux de vendre beaucoup, c'est évidemment d'avoir une population asservie qu'on doit pratiquement pas, contre l'on ne doit pas payer avec des salaires. Donc c'est une époque très douloureuse et qui est ignorée dans les manuels scolaires d'enseignement secondaire, parce qu'on est toujours focalisé sur l'Europe occidentale et on ne parle pas de la situation de la paysannerie à l'époque moderne, donc au XVIe ou XVIIIe siècle. C'est bien dommage, parce que l'économie est un tout, bien sûr. Alors, quand s'opère véritablement la reprise? Alors, la reprise, elle commence à la fin du XVIIe siècle. Donc, on entre dans la deuxième partie. Vous avez bien compris qu'il y a une première partie qui est celle du XVIIe siècle, avec une partie, une période, c'est celle de la guerre de 30 ans, qui est une époque d'apocalypse pour les populations germaniques, mais qui se poursuit parce qu'il est très difficile de se relever dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Tandis qu'à partir de 1690, les choses changent. On en a des indices sérieux. Quelles sont les causes de cette reprise? Eh bien, tout d'abord, l'extension des régions que l'on va cultiver. Donc, on va cultiver sur des terres qui ne l'étaient pas auparavant. Donc, c'est une agriculture de type extensif dans ce cadre-là. De la même manière qu'à partir du XIe siècle jusqu'au XIIIe siècle, en Europe occidentale, il y avait eu de grands défrichements qui ont permis d'étendre les surfaces cultivables et qui ont permis, par contre-coup, même si on peut inverser évidemment la proposition, le rapport de cause à conséquence, à la population de croître. C'est une grande période, c'est un boom économique. Hein. C'est ce que les économistes appellent une phase A du XIe au XIIIe siècle. Une période de conjoncture à la hausse, où l'économie va bien, tandis que le XIVe et le XVe, ben là, ça chute. N'oubliez pas qu'il y a la grande peste noire, il y a la contraction de l'économie, etc. Donc, extension des cultures qui va permettre une augmentation, une rapide augmentation des rendements. De plus, on va assister également à une intensification des cultures sur les terres. Donc, à la fois une agriculture extensive en surface, qui permet une augmentation de la production, mais aussi une agriculture intensive. Ça veut dire que sur une surface donnée, on va produire plus. Donc, augmentation de la production, et dans le deuxième terme, dans le deuxième cas, on ne va pas parler d'augmentation de la production, on va parler d'augmentation de la productivité. Ce qui n'est pas la même chose. Ça veut dire l'augmentation de la production par unité de surface, grâce à des nouveaux moyens de production, comme de nouveaux outils, des engrais en particulier. Conséquences pour les revenus. Ces revenus vont augmenter. Ils vont augmenter tout d'abord pour les propriétaires, parce que les propriétaires tirent leurs revenus du cens. Le cens est donc le loyer que les paysans doivent payer à leur seigneur. Et leur seigneur n'est pas obligatoirement un noble, comme je vous l'ai écrit, je l'ai dit tout à l'heure, le seigneur peut être un bourgeois. D'ailleurs, les bourgeois, une fois qu'ils avaient une fortune importante, un des réflexes les plus caractéristiques de leur part était d'investir dans les terres. Parce qu'avoir une terre, ça c'était un symbole de, comment dirais-je, de richesse, mais de richesse ancestrale. Ça les faisait rentrer d'une certaine manière dans le monde de l'aristocratie. Ça leur permettait de dorer un petit peu, non pas leur blason, puisqu'ils n'en avaient pas, mais parfois d'en acheter un d'ailleurs. Mais en tout cas d'être plus fréquentable par l'aristocratie. La terre, sous l'Ancien Régime, constitue vraiment
la richesse par excellence. Même à l'époque où il y a de très grands négociants, de grands marchands, voilà. Il y a bien entendu des différences régionales, dont le topo que je vous présente ici est une vision générale pour l'ensemble du territoire géographique que j'ai défini tout à l'heure comme étant l'Allemagne, mais on peut dire qu'il s'agit quand même de quelque chose qui reflète la réalité. Mais ceci dit, quand on lit les documents d'époque, on voit qu'il y a effectivement des régions où les paysans triment, c'est-à-dire ils ont de grosses difficultés pour survivre. Il y a encore à cette époque-là des périodes de disette, incontestablement. Donc c'est le problème quand on est un historien généraliste comme moi qui présente devant des étudiants une vue d'ensemble. On est obligé de caricaturer, et si vous prenez certaines régions, le propos qui pourrait être tenu par l'historien spécialiste de cette région pourrait être le contraire de ce que je vous dis ici. Je suis obligé ici de présenter un tableau général. Donc c'est très difficile de faire autrement. On en arrive tout doucement à la conclusion. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, puisque je viens d'étudier avec vous la première moitié du XVIIIe siècle, on observe une hausse plus accentuée des prix en Allemagne, à l'inverse de ce qui se passe dans d'autres régions d'Europe occidentale, comme la France et les Pays-Bas, qu'on appelle aujourd'hui donc la Belgique, où là on assiste à une chute du prix de la terre. Donc lorsque vous voulez acheter de la terre, elle coûte beaucoup moins cher, mais une chute également de la rente foncière, les deux étant évidemment liés. La rente foncière, ce sont les revenus qu'un seigneur, noble ou bourgeois d'ailleurs, est en droit d'attendre d'une terre dont il est propriétaire. C'est ça. Donc chute de la valeur des terres et chute également de la rente foncière. Donc, pour l'Allemagne, et en particulier les régions qui se trouvent relativement à proximité des Pays-Bas, donc de la Belgique et la France, c'est tout à gagner. Donc, le retard de l'Allemagne, qui avait été très manifeste au XVIIe siècle, eh bien, a conduit, avec cette reprise à la fin du XVIIe siècle, à une remontée donc de la croissance démographique, à une croissance économique certaine, qui, au moment où des régions voisines connaissaient une dépression, donc ces croissances ont permis donc aux régions germanophones de remonter donc la pente, ce qui veut dire que, et ça peut paraître triste à dire, c'est-à-dire que le servage a eu des effets bénéfiques. Mais très rapidement, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sur les terres de la couronne des Habsbourg, et il va y avoir effectivement un rapport de force tel que le servage va être contesté. On va s'interroger d'ailleurs sur l'efficacité de ce mode de production, mais il faudra attendre pratiquement la fin de la première moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire la révolution de 1848, pour qu'en Europe centrale, le servage disparaisse complètement. Comme vous savez, en Russie, il faudra attendre 1861 pour que le servage soit supprimé sur les terres de la couronne, donc sur les terres du tsar. Donc vous imaginez, il y a seulement 150 ans que le servage a été supprimé en Russie, je dis bien. 150 ans. C'est hier, hein. Quand je dis c'est hier, ça fait 6 ou 7 générations. Si vous comptez
Il y a 4 générations, 4 ou 5 générations par siècle. Donc ça fait, allez, je dirais oui, 7 générations, en gros. Hein. 7 générations. Ou 8 peut-être. Enfin, c'est hier, hein, aux yeux d'un historien généraliste, c'est hier, hein, 7 ou 8 générations. Pour beaucoup de gens, ben, vous dites cette génération, c'est l'époque de. Ben oui, c'est l'époque de, mais l'époque de, c'est pas si loin que nous. Hein. Moi, en tant qu'historien, la guerre 14-18, c'est hier. Ça veut dire que nous sommes toujours dans un cycle qui n'est peut-être pas terminé quant au risque de guerre hein, sur le plan international. Quand vous voyez ce qui s'est passé en 14-18, puis 20 ans plus tard, en 40-45, bon, moi je suis né 10 ans, une dizaine d'années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et donc mes parents, mes grands-parents ont connu une, voire 2 guerres mondiales, en tout cas pour mes grands-parents. Quand vous voyez la situation internationale aujourd'hui, pour un historien, vous vous dites, mais voilà, quand vous voyez un Poutine, quand vous voyez un Erdogan, quand vous voyez un Trump, ce n'est pas spécialement réjouissant tout ça. D'autant plus qu'ils ont un électorat derrière eux, là. Ils ne sont pas tout seuls, hein. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir tout seuls. Il y a des gens qui crient leur nom dans la rue, qui sont vraiment, hein, voilà, qui sont vraiment à fond derrière eux. Or, ce sont des gens, des dirigeants qui sont très nationalistes, qui sont pour le repli sur soi. Et vous savez qu'à partir du moment où on a une attitude nationaliste, quand on veut redorer son image sur le plan intérieur, faire une petite guerre à l'extérieur, on se dit que ça peut, ben voilà, montrer qu'on est fort, hein, montrer qu'on est hein, en haut des mécaniques. Erdogan, pour l'instant, quand vous voyez l'attitude qu'il a en Syrie, hein, au Kurdistan, ça ne s'annonce pas bien quand même pour les Kurdes de ces régions-là. Enfin, je vous dis tout ça, c'est parce que quand vous écoutez les informations, quand vous voyez ce qui se passe en Syrie, la Syrie, c'est à nos portes, hein, c'est à côté de chez nous. Là, si vous avez déjà bien vu, où se trouve la Syrie. La Syrie, c'est pas l'Afghanistan, hein, c'est pas l'Irak. La Syrie, c'est vraiment... elle a une façade sur la Méditerranée. Hein, c'est tout ce qui se passe au Proche-Orient, Israël, la Palestine, c'est à côté de chez nous, quoi, en fait. C'est à 4 heures d'avion, enfin, oui, il me semble 4 heures d'avion, c'est 4 ou 5 heures d'avion, 4 heures d'avion, je crois. Je me souviens quand j'étais en Égypte, il me semble que j'ai volé pendant 4 heures. Donc, vous voyez, c'est vraiment à côté de chez nous, hein. Mais oui, on a tous des points de repère comme ça. Donc, j'ai jamais été en Syrie, mais bon, en Égypte, oui, donc c'était 4 heures. Voilà, c'est simplement pour vous dire que... Voilà. Et pour tout cela, je crois qu'une bonne approche, c'est de faire justement de l'histoire, d'essayer de comprendre que quand vous analysez un phénomène historique, un phénomène dans le temps, il y a toute une série de composants auxquels il faut faire... donc, il faut prendre en compte. Et que l'histoire économique et sociale, ça peut vous mener à la politique internationale et à l'histoire militaire, car vous savez que les guerres sont souvent déclenchées quand même par des histoires de gros sous. Voilà. J'en arrête de faire de la morale, parce que théoriquement un historien ne va pas faire de la morale, hein, et j'en fais assez souvent, mais c'est parce qu'en tant que citoyen, ben, je me sens partie prenante de mon époque, et je ne regarde pas tout ça avec, comment dirais-je, les points de vue de Sylvius en disant, mais non, hein, je suis objectif, donc je vois ça de très loin. Non, si je suis historien, c'est aussi parce que j'ai envie de comprendre l'époque dans laquelle je me trouve. Ça, c'est mon point de vue, et je l'assume tout à fait. Alors, je vous montre maintenant quelques livres, comme ça, je serai dans les temps que je vous avais promis. Voilà, vous avez vu que j'ai peut-être été un peu vite, mais c'était pour respecter l'horaire. Hein. Alors, je vous les montre dans quel sens? Mais oui, d'abord, les ouvrages généraux. Alors, j'ai essayé de replacer ça dans un contexte général, à 2 reprises, quand je vous ai parlé du second servage à partir du XVIe siècle en Europe centrale. Je vous ai ensuite parlé de nouveau de la situation économique internationale en parlant de la France et des Pays-Bas, c'est-à-dire la Belgique, puisque tout est lié. Donc, je vous montre tout d'abord un ouvrage sous la direction de Pierre Léon qui s'intitule « Histoire économique et sociale du monde, les hésitations de la croissance 1580-1730 ». Chez Armand Collin. Alors, Fernand Braudel, dans son tome premier,
de son grand ouvrage publié en 1979, Civilisation, matériel, économie et capitalisme, 15e-18e siècle. C'est un ouvrage qui s'intitule Les structures du quotidien, étudie les phénomènes que j'ai développés aujourd'hui. Donc l'économie rurale et d'autre part le commerce du grain. Le même Pierre Léon que tout à l'heure, sauf que c'est un ouvrage qu'il écrit seul, Économie et société pré-industrielle, tome 2, 1650-1780, chez Armand Collin. Alors, un ouvrage tout à fait fondamental, c'est le plus important de tous ceux que je vais vous montrer, a pour auteur Wilhelm Abel, c'est un historien allemand. Il est donc l'auteur d'un ouvrage intitulé Crise agraire en Europe, 13e, 20e siècle, chez Flammarion. Donc, ouvrage essentiel. Pour la région qui nous a intéressés plus particulièrement aujourd'hui, il existe une très grosse histoire de l'Allemagne, plus de 700 pages, des origines à nos jours, publiée aux éditions Horvath, qui est assez événementielle et politique, et qui a pour auteur Peter, si mes souvenirs sont bons de son prénom, oui, Peter Rassoff. Bible. Je parle en termes de poids. Alors, un ouvrage qui concerne la période à cheval sur le XVIe et XVIIe siècle, dû à Robert Mandrou, publié chez Plomb, les Fugger. Alors, les Fugger, en fait, c'était des grands financiers à l'époque de Charles Quint, mais qui, par la suite, ont continué à avoir des activités bancaires. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les financiers plaçaient leur argent, c'était un endroit sûr pour le placer, plaçaient leur argent dans les terres. Et donc, il a décidé d'étudier, parce que chaque année, il partait en vacances en Souabe, et alors, c'était des curieuses, des vacances d'historiens, voyons, on part en vacances, et pendant que la famille se balade et tout, ben, lui, il était dans les archives. Les Fugger, propriétaires fonciers en Souabe, 1560-1618. De Jean Meyer, Noblesse et pouvoir dans l'Europe d'Ancien Régime, Hachette Littérature. Alors, vous avez dans ce livre un chapitre qui porte sur le chapitre 4 et le chapitre 5 portent sur l'aristocratie, donc à l'époque considérée, au temps moderne, dans l'empire habsbourgeois et en Prusse. Donc ça vaut vraiment la peine de le lire. Il y a des chapitres pour les noblesses hongroises, polonaises, russes, anglaises et françaises aussi dans ce livre. Alors, un ouvrage qui est en fait correspond à la publication des actes d'un colloque du CNRS, L'abolition de la féodalité dans le monde occidental, tome 1. Et vous allez trouver dans ce livre, alors j'essaie de retrouver ça, une communication, donc un chapitre qui porte sur le régime seigneurial en Allemagne au XVIIIe siècle, et qui m'a d'ailleurs servi pour un cours que j'ai donné à des étudiants d'années antérieures, qui portait justement sur le système seigneurial en Allemagne au XVIIIe, au XIXe siècle. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher cette vidéo sur ma chaîne. Et enfin, pour terminer, sous la direction de Maurice Dopp et de Paul Suisy, du féodalisme au capitalisme, problème de la transition, petite collection Maspero. Et vous avez dans ce numéro, c'est le tome 2, une communication qui s'intitule Voix prussienne et deuxième servage. Voilà, ça vaut peut-être la peine de le lire aussi.
J'ai dit